en eux. C'est en eux sur Pyramide FM, Patrick Degbéville. Bonsoir, ravi de vous retrouver avec le même plaisir. Une semaine d'actualité sur la radio 7 en 1, une semaine riche que nous allons revivre avec des défenseurs des droits de l'homme et acteurs de la société civile. Madame Agué Michel, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes la secrétaire générale, disons, du GF2D. C'est bien ça? Oui, c'est tout à fait ça. Mais comment est-ce que vous avez passé cette semaine? Avec une rencontre avec le ministre des droits de l'homme. Est-ce que déjà vous êtes sorti de cette rencontre satisfaite? Oui, on dirait qu'on a été satisfait parce que nous avons rencontré un ministre qui a été à l'écoute des acteurs des droits de l'homme que nous sommes et qui a souhaité renforcer le partenariat, la collaboration avec les acteurs de la société civile. Donc c'est une rencontre assez riche et il y a eu beaucoup de partage d'expériences. Alors, nous partageons également notre plateau cet après-midi avec Jean-Paul Ekoukourou, président de l'association ANA-Vie. Vous allez nous expliquer. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Patrick. Oui. Comment ça va? Très bien, et vous? Merci de nous avoir accueillis cet après-midi. Et sans doute que vous aussi, vous avez passé une très bonne semaine. Effectivement, la semaine elle est bien remplie avec le forum économique Togo UE. Et avec notre soirée dîner avec le ministre des droits de l'homme. Tout à l'heure, nous allons mieux comprendre et mieux connaître ANA-Vie ou bien NA. ANA-Vie, oui. ANA-Vie, oui. De quoi s'agit-il? Eh bien, ANA-Vie, c'est une organisation de la société civile qui travaille sur la thématique des droits des personnes âgées. C'est un droit qui n'est pas très bien promu comme tous les autres. Parce que nous avons beaucoup de difficultés pour le moment au niveau juridique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un cadre juridique formel pour ces personnes âgées-là. Et donc notre combat va dans ce sens pour essayer de doter le Togo d'un cadre juridique légal de protection des personnes âgées. D'accord, merci beaucoup. Vous avez discuté avec le ministre des droits de l'homme, c'était en milieu de semaine, monsieur Christian Trimois. Vous avez abordé beaucoup de sujets en lien avec les droits de l'homme. D'abord, madame, c'est vrai que vous vous occupez plus des femmes. Quelle est aujourd'hui la situation des droits de l'homme au Togo? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Nous pourrons dire sans conteste qu'il y a eu des améliorations, surtout lorsque nous parlons du cadre juridique. Tout à l'heure, M. Okouroua a parlé de la lacune que nous avons en ce qui concerne la protection des droits des personnes âgées. Mais lorsque nous prenons par exemple le droit des femmes, le droit des enfants, les droits humains d'une manière générale, en ce qui concerne le cadre juridique, je pense que le Togo a entamé depuis plusieurs années des réformes dans ce sens et il y a eu plusieurs améliorations dans le sens d'avoir des instruments juridiques plus conformes aux engagements internationaux et régionaux que le Togo a pris. Maintenant, la question qui se pose à nous, c'est une question essentielle, c'est la mise en œuvre effective des lois, des nouvelles lois que nous avons, des nouvelles dispositions. On a un code pénal qui prévoit des délits, des crimes qui sont sanctionnés. Dans quelle mesure ce code pénal-là est connu par la population et dans quelle mesure la population qui voit ses droits violés fait référence à ce code-là et demande une réparation au niveau de la justice. Mais au-delà de cela, comme on le dit, les questions de droits humains, c'est une quête perpétuelle. Et lorsque nous avons des difficultés comme les crises que nous avons dans notre pays, on sent un peu comme un retour en arrière, mais il faut que nous puissions tous travailler à l'amélioration continue de la situation des droits humains au Togo. Monsieur Jean-Paul? Oui, mais je pense que l'initiative, s'il faut le rappeler, est une initiative d'abord du ministère des droits de l'homme, déjà en collaboration avec le CNDF-DH, qui est un centre de documentation de formation en droits de l'homme, avec l'appui du PNUD. Donc déjà, quand nous voyons déjà les organisateurs de cette soirée, qui est vraiment
qui mérite à être félicité, et tous les participants encouragés dans ce sens pour que ça puisse devenir vraiment une tradition, pour que les pourquoi pas chaque 3 mois ou bien 6 mois après même on se retrouve si pour un début on peut le faire annuellement. Je pense que ça c'est le ministère des droits de l'homme qui a mis les pieds d'abord en avant. On souhaiterait que d'autres ministères aussi de différents secteurs aussi initient ces genres de rencontres pour qu'on puisse échanger, pour tous les acteurs de la société civile qui travaillent sur telle problématique puissent échanger directement avec leur ministère de tutelle pour qu'on puisse se comprendre. Parce que la question des droits de l'homme, au fait, c'est une question globale qui aborde tous les domaines. Donc aujourd'hui, aucun secteur du développement ou bien de la nation n'échappe aux questions des droits de l'homme. Et donc, vraiment, d'abord, ce que moi j'ai retenu, c'est que c'est une belle initiative. Et ça nous a permis de discuter franchement, décontracté. Le ministre était venu très décontracté. Moi, j'ai été très séduit par sa disponibilité. Il a passé le temps à saluer pratiquement toutes les tables qui étaient là. Donc, voilà, et je pense que pour le moment, je m'arrête là. C'est vrai que vous venez des organisations totalement différentes. Oui, mais vous êtes également membre du panel Watch. Qu'est-ce que c'est et quel est son objectif, madame? Oui, le panel Watch, c'est un groupe d'experts de la société civile. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous sommes d'organisations différentes. Donc, le panel réunit des personnalités de la société civile qui travaillent sur différentes thématiques des droits humains. Donc, vous vous occupez de la femme. Jean-Paul s'occupe plus ou moins des personnes âgées. Il y a des gens qui s'occupent de la santé, de l'environnement. Donc, on retrouve tous ces experts-là qui se réunissent au sein du panel Watch. Et ce sont des experts qui se disent que s'ils se réunissent fréquemment, périodiquement, pour analyser la situation des droits humains au Togo et qui font des recommandations, et qu'ils font des recommandations à nos États, à nos gouvernements, et que le gouvernement prend en compte, ou bien les institutions publiques prennent en compte ces recommandations, là, il y aura une amélioration de la situation des droits humains au Togo. Donc, je pourrais peut-être dire, il y a une théorie de changement qui constitue la base de la rencontre de ce panel, c'est de dire que si ces personnalités de la société civile togolaise, qui sont reconnues par leur crédibilité, leur expérience, analysent la situation des droits de l'homme sur la base de valeurs universelles et de standards internationaux, parce que nos analyses se basent sur les standards qui sont reconnus de par le monde, sur les standards qui sont reconnus dans les instruments juridiques que nous avons ratifiés. Donc, si nous faisons ces analyses-là et que nous formulons des recommandations pertinentes pour améliorer le cadre légal et opérationnel, et nous menons également des plaidoyers, donc le Togo connaîtra une diminution sensible des violations des droits humains. Donc, en tant qu'expert de la société civile sur différentes thématiques, le panel se réunit de temps en temps et fait appel à d'autres personnalités de la vie togolaise et nous leur posons un certain nombre de questions sur politique notamment, comme vous l'avez dit, de l'environnement. Oui, donc je crois que nous avons eu à rencontrer des parlementaires. Des parlementaires déjà, oui. On se rappelle de cette rencontre que vous avez eue il y a de cela quelques semaines déjà. Ça n'atteint pas, en tout cas 2 semaines. Mettons un peu de frein sur cette rencontre avec les parlementaires. Jean-Paul, quand vous avez rencontré les parlementaires, qu'est-ce que vous avez senti? De la sincérité, de la préoccupation, des préoccupations, en tout cas, entre guillemets, des défenseurs des droits de l'homme? En fait, comme Madame Michel Aguet l'a dit, au fait, le panel a pour objectif ou bien vision d'interpeller les membres du gouvernement, les institutions, pour pouvoir les questionner sur des problématiques d'actualité. Voilà, donc c'est dans ce sens que nous avons sollicité une rencontre avec les parlementaires pour, juste après
les réformes constitutionnelles qui ont été faites, et pour les écouter, pour s'assurer que, parce que quand les réformes ont été faites, et beaucoup de citoyens se posaient la question de savoir quelle est la pertinence de ces réformes. Est-ce que ce n'est pas taillé sur mesure pour protéger X ou Y? Oui. Et donc nous partageons ces préoccupations et nous avons voulu les écouter. Et quel a été l'environnement de ces réformes-là, comment est-ce que ça s'est opéré au niveau de l'Assemblée nationale, parce que tout le monde n'a pas droit de participer à ces débats, et on a pu les écouter, et les uns et les autres ont pu s'exprimer, ont pu justifier le pourquoi ou bien les difficultés, les pesanteurs qui ont régné au moment de ces réformes-là. Et nous en avons tiré les conclusions et posé les questions qui sont aussi des questions de préoccupation majeure. Oui. Nous sommes aussi dans la masse. Les membres du panel Watch, ils vivent dans la masse, ils font partie des citoyens. Vous partagez plus ou moins le quotidien. Nous partageons plus ou moins le quotidien. Donc ce que les uns et les autres n'ont pas l'opportunité de poser à ces personnalités comme question, nous essayons de les poser directement, et par le canal de ces gens, comme ces gens d'émission ici, comme sur Pyramide, de pouvoir leur faire un retour sur qu'est-ce qu'on a pu dire, qu'est-ce qu'ils ont pu répondre et qu'est-ce qu'on a retenu et qu'est-ce qu'on leur a fait comme recommandation. Donc, je pense que la question des réformes est vraiment une attente nationale que tout le monde attend. Ça a duré en réalité. Ça a duré, mais au finish, on a pu arriver à un consensus, quelque chose est fait. Maintenant, tout le monde attend de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, ça continue. Nous pensons que ce n'est pas encore terminé. C'est un processus qui suit son cours. Donc, voilà ce que nous pouvons dire pour le moment. Oui, madame, mercredi, vous avez échangé avec le ministre Christian Trimois. C'est vrai que vous avez porté beaucoup de préoccupations. On a vu beaucoup de sujets au menu de la discussion. Est-ce que vos préoccupations ont été entendues réellement, et quelles sont ces préoccupations que vous avez réellement adressées au ministre? Aujourd'hui, nos préoccupations, comme vous l'avez dit, sont d'autres diverses. Tout ce qui touche à la question des droits de l'homme d'une manière générale. Donc, quand nous parlons de droits de l'homme, c'est l'homme avec grand H, les droits des enfants, les droits des femmes, les droits des personnes âgées, les droits des personnes en situation de handicap. Oui. Donc, nous avons posé toutes ces questions-là au ministre. Comment est-ce qu'on va faire pour assurer, par exemple, la participation de tous d'une manière équitable à la question de la gestion des affaires publiques? Comment faire pour aménager des espaces, des mécanismes de discussion qui permettront aux jeunes, aux personnes âgées, aux femmes, aux personnes en situation de handicap de pouvoir contribuer contribuer au développement peut-être du Togo, oui, c'est ça. à mettre fin aux violations des droits de l'homme notamment. Surtout, contribuer au développement du Togo, comment se faire entendre, participer à la gestion des affaires publiques. Mais également, ce qui est revenu, ce qui a fait essentiellement l'objet de discussion compte tenu de la situation dans laquelle nous vivons actuellement, c'est la question des interdictions des manifestations publiques. On en parle également de l'impunité la dernière fois, mais j'avoue, j'avais participé plus ou moins à quelques 45 minutes de discussion. Vous avez beaucoup insisté sur la liberté de manifestation. En réalité, ce qui a péril dans la demeure, puisque on arrive à s'entendre, le chef de l'État, notamment à Londres la dernière fois. Oui, on dirait qu'il y a péril à la demeure parce que le Togo, avec la loi sur la liberté de manifestation, avait fait un grand pas qui a été salué de par le monde sur la question de la liberté de manifestation, en optant pour le régime de déclaration et non d'autorisation. Mais aujourd'hui, nous constatons que pratiquement toutes les manifestations qui sont sollicitées auprès des autorités sont soit totalement interdite, soit il y a un changement d'itinéraire et on demande aux organisateurs de prendre des itinéraires qui n'ont aucun sens en ce qui concerne la manifestation, l'objet de la manifestation. Quand on prend par exemple la manifestation contre le franc CFA, contre la vie chère, donc ce sont des manifestations qui, à notre avis, en tant qu'acteurs de la société civile, n'ont aucun intérêt politique. Notamment. Donc, il a été difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'on pourrait interdire ces manifestations-là qui sont organisées par des acteurs de la société civile qui touchent
des questions qui sont considérées comme des questions essentielles pour nous, pour le développement de notre pays. Donc, vraiment, on se pose des questions sur ces interdictions, ces changements d'itinéraire qui contribuent pour nous des violations de la loi en ce même. Le ministre, la dernière fois, a tenté de répondre. Jean-Paul, est-ce que vous êtes convaincu par ce que le ministre a dit en réalité? Oui, le ministre, il faut le dire, vous connaissant la personne, c'est difficile de dire qu'il n'a pas été convaincant. Mais la question n'est pas seulement de convaincre. En tout cas, il a tenté de répondre. Non, mais je pense qu'il a fait le tour sur toutes les questions qui lui ont été posées. Et moi, j'ai été très séduit en tout cas de la méthodologie et de la technique qu'il a pu utiliser pour répondre à toutes ces questions sans ignorer aucune. Et on comprend que le monsieur, il a vraiment l'art oratoire et il maîtrise son sujet. Donc, personnellement, je peux dire que j'ai été satisfait. Et maintenant, beaucoup étaient dans la salle, ont aussi pris les réponses du ministre avec beaucoup de prudence, de pincettes. Et moi, ce qui m'a encore touché quand il a pris la parole en faisant allusion au cas de Asiba Johnson, qui disait que ça ne nous honore pas tous de voir des défenseurs des droits de l'homme se retrouver dans les situations de Asiba Johnson, juste parce qu'on n'aurait pas été assez professionnel dans l'exercice. On va en parler tout à l'heure. Donc, ça prouve qu'aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre du PND, avec toutes les opérations de charme que le Togo essaie de mettre en place pour séduire les investisseurs, le ministre a compris qu'il faut créer un cadre, un environnement favorable aux affaires. Et quand on parle de l'environnement favorable, vous comprenez avec moi qu'il s'agit du respect des droits de l'homme. On ne peut pas ignorer les droits de l'homme. On ne peut pas ignorer. Donc, je pense qu'il a compris et le gouvernement a compris ça. C'est pour ça que ces genres d'initiatives ont été initiées. Et nous pensons que ça devait revenir très souvent pour essayer d'évaluer tous les engagements que le ministre a pris. Et le soir, là, personnellement, si je dois citer un cas qui me concerne, pour ce qui concerne les droits des personnes âgées, il a dit clairement devant tous que c'est quelque chose qui pouvait se faire. Un cas juridique devait être adopté avant la fin de l'année pour ce qui concerne la protection des personnes âgées. Il a notamment parlé de octobre ou bien septembre-octobre. En tout cas, pour nous, nous poussons un peu encore le délai en disant qu'avant la fin de l'année, et déjà ça nous rassure. Nous allons mettre les moyens pour savoir, pour suivre. Parce que ce n'est pas que l'engagement du ministre, il y a l'engagement aussi du président de la République. Oui, devant les députés la dernière fois. Pour ce qui concerne nos aînés. Donc pour nous aujourd'hui, nous sommes vraiment très en alerte pour voir qu'est-ce qui va être fait et nous allons voir de près. Nous voulons être très associés à tout ce qui va être fait pour que ça prenne en compte les préoccupations des personnes âgées. J'espère que vous avez déjà mis en place votre dispositif précoce d'alerte en attendant la réalisation de ces choses. Oui, la dernière fois, Jean-Paul l'a dit tout à l'heure, madame, le manque de professionnalisme des acteurs de la société civile. Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore parler de manque de professionnalisme? Le ministre l'a dit la dernière fois qu'il y a des acteurs qui ne sont pas professionnels. Malheureusement, nous avons au sein de la société civile des acteurs qui vraiment ne sont pas professionnels. Je ne peux pas aujourd'hui dire voilà tel ou tel n'a pas agi avec un professionnel, mais malheureusement ce sont des cas que nous rencontrons. Et pour moi, je me dis, en tant qu'acteurs de la société civile, si nous voulons vraiment être écoutés, si nous voulons vraiment être crédibles, il faudrait que nous travaillions vraiment avec professionnalisme. Lorsque nous voulons avancer des arguments, il faut que nous puissions vraiment documenter des cas avec des preuves avant de pouvoir je ne sais pas, prendre une position donnée. Donc, il ne faut pas quand même qu'en tant qu'acteurs de la société civile également, nous nous penchons d'un côté ou d'un autre. Nous devons vraiment être neutres, impartials et analyser les faits avec professionnalisme, avec, beaucoup de tact. Oui, beaucoup de tact et dire objectivité, vraiment, analyser vraiment objectivement les faits et faire des analyses scientifiques avec des recommandations concrètes. Vous l'avez dit, le panel Watch prend beaucoup de sujets en compte. Est-ce que vous allez très prochainement mettre en place un cadre
peut-être organiser quelque chose, rassembler les acteurs pour pouvoir parler du professionnalisme dans le secteur des défenseurs des droits de l'homme et des acteurs de la société civile? Est-ce que vous l'avez déjà en tête? Je pense que le centre de formation de documentation, le CDFDH, qui est l'organe auquel le panel Airwatch est rattaché, a plusieurs fois organisé des ateliers ou bien des formations de renforcement de capacité des acteurs de promotion des droits de l'homme. Moi-même, j'ai bénéficié de cette formation-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce dont nous souffrons au niveau de la société civile, c'est que nous avançons en rang dispersé. Et ça fait que des fois c'est parce que c'est elle qui organise et je ne suis pas bien avec lui, je ne veux pas participer à sa formation, ou bien c'est parce qu'on vous tasse de tel. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je constate dans le milieu des organisations de la société civile qui me désole un peu. Et le ministre a touché aussi ce cas la dernière fois. Donc nous devons vraiment travailler en parfaite intelligence et reconnaître quelles sont les compétences des uns des autres. Vous voyez, savoir qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'autre, qu'est-ce que je peux donner pour toujours servir la même cause. Parce que des fois, on a l'impression que c'est des entreprises qui travaillent ensemble, alors que c'est des organisations à but non lucratif. Donc, la notion de compétitivité ou bien de concurrence ne devait pas exister. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile que certaines fassent leur travail avec professionnalisme et d'autres le font avec peu de professionnalisme. Donc ça, je pense que si quelqu'un se retrouve... Malheureusement, beaucoup de gens qui font ce travail ne s'en rendent même pas compte qu'ils ne le font pas avec beaucoup. Ils sont dans l'illégalité. Ils sont dans la passion, au fait. C'est quand vous allez avec beaucoup de passion, c'est difficile de s'en rendre compte qu'au fait, il y a des ratés dans ce que vous faites. Eh bien, est-ce que ce n'est pas aussi la coloration politique qui fait que des fois, on sort du cadre qui régit plus ou moins les acteurs de la société civile ou bien les défenseurs de l'homme, Madame Mouchan?